Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion de débattre, discuter, parler avec vous, avec Thierry, de l'Europe. Et en fait, quand on parle de débat, je pense que le débat ne va pas être très en opposition, car dans ce que Thierry a dit, on a déjà eu l'occasion d'en parler, il y a beaucoup de convergence de vues par rapport au constat que l'on doit faire de cette Europe. Et c'est vrai que par rapport à ton introduction, et félicitations pour cette introduction et ces rappels, on doit souligner qu'on est loin des valeurs initiales de l'Europe, des valeurs qui sont reprises d'ailleurs de manière claire en introduction du traité. Et je suis en train de faire un petit livre de vulgarisation et de présentation de l'Europe, et donc j'ai un peu étudié le traité, différents règlements, et c'est assez interpellant, parce que quand on lit cela, on dit comme c'est magnifique, comme ça pourrait être magnifique. Quelle belle valeur de solidarité, quelle belle valeur de dignité humaine, de solidarité entre les peuples. Comme ça pourrait être bien, comme ça pourrait être beau. Mais malheureusement, dans la pratique, on en est loin. On en est loin. Et je comprends qu'on soit dans une logique un peu de désillusion par rapport à l'Europe. Alors, je crois qu'il faut ne pas tout mettre sur le dos de l'Europe. Je crois qu'on est dans un contexte de crise qui a un caractère mondial, et que nous sommes dans une Europe, c'est vrai, qui est dans une construction qui se fait pas à pas et qui n'est pas encore aboutie. Et donc, je crois qu'il ne faut pas, comment est-ce qu'on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'à un moment donné, c'est clair qu'il faut constater que ça ne va pas, et on va revenir sur un certain nombre d'éléments qui ne vont pas. Et je crois qu'il faut être prudent de ne pas aller trop loin dans la désillusion et dans le coupable. Je crois que le coupable, ce n'est pas l'Europe, c'est la manière dont on a jusqu'à présent construit cette Europe, dont on gère l'Europe, à qui on a confié la gestion de l'Europe. Je crois que ce sont ces éléments-là qui sont des éléments importants sur lesquels il faut s'interroger. Car l'Europe, j'hésitais à le dire au début ou à la fin, j'ai le sentiment, moi, que c'est une nécessité. C'est une nécessité d'avoir l'Europe, non seulement parce que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. L'Europe nous a d'abord permis d'avoir la paix. Tu l'as un peu évoqué, ça peut paraître un peu con de le dire, tu l'as un peu évoqué aussi, mais je crois qu'il faut quand même en être conscient. Et je crois que ça ne fait pas tort de le rappeler chaque fois qu'on a l'occasion de le rappeler. Je crois que c'était ça un peu l'origine. Je crois que par rapport à cela, jusqu'à présent, elle a bien rempli sa mission. Au-delà de ça, je pense que l'Europe a permis d'avoir toute une série d'acquis, que ce soit même des acquis sociaux, en termes normatifs, des acquis environnementaux également, en termes de santé publique également. Il y a des acquis. On s'en rend peut-être moins compte ici en Belgique, où nous sommes un peu à l'avant-garde sur beaucoup de ces thèmes-là, mais il faut voir aussi ce que ça a pu apporter à l'ensemble des populations de l'Europe. C'est quand même 500 millions d'habitants, et donc nous avons parfois une vision peut-être un peu biaisée de ce que nous connaissons ici, et donc je crois qu'il y a aussi à ce niveau-là des avancées qui ont été faites. Et donc, je crois qu'il ne faut pas, pour ces raisons-là, rejeter totalement l'Europe. Ensuite, je ne vois pas comment on peut faire face aux autres parties du monde en étant seul. On arrive déjà difficilement à résister
avec le peu ou l'insuffisance d'Europe que nous connaissons, malgré tout quand même déjà des éléments de ciment, je ne vois pas comment on peut imaginer la Belgique avec le franc belge commencer à exister au niveau mondial. Je pense que c'est impossible. Je crois qu'il faut aussi sortir de mauvais fantasmes. Et ça, c'est un élément qui me paraît important. C'est d'abord d'être convaincu qu'il faut une Europe. Et là, je crois qu'on se rejoint par rapport à ton intervention introductive, par rapport à ce que Thierry a dit, par rapport à, je pense, beaucoup de personnes ici dans la salle. Malheureusement, ce n'est pas ce que tout le monde dit, ce n'est pas les actions de chacun au niveau de l'Europe. Car il faut constater que pour le moment, nous sommes plus dans une logique d'une Europe des égoïsmes, d'une Europe des replis sur soi. Ça, on le constate, et je serais tenté de dire qu'au niveau du Parlement européen, et je ne parle pas des eurosceptiques, il y en a au Parlement européen, comme il y a partout dans toute instance, des personnes qui sont contre le système dans lequel ils sont. Mais globalement, les eurodéputés, s'ils sont là, c'est qu'ils ont malgré tout une conviction que le modèle européen est utile, est intéressant, qu'il faut le travailler chacun avec ses valeurs, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son idéologie, mais qu'il faut essayer de construire et faire avancer le modèle. Mais je n'ai pas le sentiment dans les autres institutions européennes, et notamment au niveau du Conseil, qui réunit les États membres, les responsables des États membres, qu'il y a cette même envie de construction, de solidarité européenne. Et c'est là que l'on constate aussi, et notamment, pour ne pas dire essentiellement, le début de la dérive vers des replis sur soi. S'il y a cette dérive, c'est qu'elle existe un peu au niveau des opinions publiques. Et donc je crois qu'il faut aussi pouvoir travailler sur le terrain par rapport à ces opinions publiques qui rejettent l'Europe. Et donc c'est un peu un cercle vicieux. Il y a un rejet au niveau des opinions publiques. Les responsables politiques pensent qu'il est bon d'avoir cette attitude un peu égoïste, et on va vers un modèle qui est chaque fois plus mauvais et qui entraîne un rejet plus important encore au niveau des citoyens. Et donc, je crois qu'il faut vraiment changer de cap, inverser cette dynamique-là, ce qui est difficile par rapport à toute réforme des traités, toute avancée significative européenne qui nécessite l'adhésion. Et donc, c'est un phénomène qui est complexe. Mais on est donc dans cette logique de ce repli sur soi, dans cette logique des égoïsmes, avec cette désillusion des citoyens, des jeunes en particulier, c'est vrai. Des jeunes en particulier, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et c'est une forme d'égoïsme, mais tout à fait compréhensible, puisque c'est le quotidien. Quand tu es au chômage, quand tu n'as pas de perspective, tu te dis, bon, et moi là-dedans. Et pour le moment, on constate qu'il y a au niveau européen des taux de chômage des jeunes qui sont ahurissants, qui sont inadmissibles, qui sont révoltants. Et notamment dans des pays, les pays les plus touchés par la crise, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme le Portugal, pour prendre quelques exemples. Et donc, même aussi chez nous, aussi chez nous. Et donc, je crois que c'est aussi un phénomène qui fait, oui, mais on est au chômage, c'est à cause de l'Europe. C'est un peu court de dire ça, mais c'est une réaction normale. Alors, par rapport à ça, moi je crois qu'il y a plusieurs mauvaises orientations prises par l'Europe. Il y a plusieurs mauvaises orientations prises par l'Europe. Il y a une première qui me vient à l'esprit, qui a été
évoquée par Thierry, c'est cette notion de gouvernance économique, de gouvernance budgétaire, où on dit, écoutez, on est en période difficile, on subit les marchés, on subit les risques de spéculation sur les dettes des États, l'augmentation de nos taux d'intérêt, et donc, pour ne pas être trop sensible à ça, il faut montrer au marché, rendre confiance au marché, c'est mieux de rendre confiance aux citoyens, rendre confiance au marché, on veut rendre confiance au marché, donc dire, on va montrer que nous, on serre la vis, que l'on va avoir une politique rigoureuse, qu'on va diminuer notre endettement et donc diminuer notre fragilité par rapport à la capacité de rembourser nos dettes. Parce que si on ne le fait pas, nos taux vont augmenter, et on l'a vu d'ailleurs dans certains États. Et donc, austérité totale, rigueur totale, l'obsession des 60% d'endettement, ça c'est une obsession. Et il y a d'ailleurs, ça part de certaines études qui sont remises en question maintenant, en disant que c'est un mauvais concept de croire qu'il y a un seuil fatidique à l'endettement. Il est clair que tous, de manière raisonnable, on sait qu'il ne faut pas être trop endetté, qu'il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens de manière permanente et éternelle. Ça, c'est un peu de bon sens. Mais avoir un chiffre comme ça, un seuil, qui, à un moment donné, a été décrété et qui est la barre que l'on ne peut pas franchir et qui engendre des prises de position excessives et brutales, je crois que ça, c'est une erreur totale. Et donc, partant de là, on doit absolument diminuer la dette. Et on dit, oui, mais ça va être une bonne chose, parce que si vous avez moins de dette, même si les taux augmentent un peu, ça vous coûtera moins cher, ça pesera moins sur vos budgets. Et voilà tout un raisonnement qui part. Et donc, vous devez ramener votre déficit à quasi zéro. Voilà, ramener votre déficit à quasi zéro quand vous êtes dans une période de crise, le risque, c'est de casser la machine, évidemment. C'est de casser la machine. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs un peu partout. C'est la récession. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus ou quasi plus de croissance nulle part. Donc ça veut dire qu'on n'augmente pas la production du pays. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a des fermetures d'entreprises. Il y a, au-delà de ça, donc des pertes de pouvoir d'achat par les personnes qui perdent leur emploi. Il y a par rapport à ça un autre phénomène, c'est que pour diminuer, pour établir l'équilibre budgétaire, on doit couper dans une série de dépenses, parce que l'idée globale, la dominance au niveau européen est de droite, et donc surtout pas d'augmentation de la fiscalité de manière globale. Et donc si on n'augmente pas les recettes, il faut diminuer les dépenses, et on va vite, soit dans les dépenses d'investissement, et donc là, c'est une vision qui empêche un rebond à moyen ou long terme, ou bien dans les dépenses sociales. Et donc là, de nouveau, perte de pouvoir d'achat. Et quand on perd le pouvoir d'achat, indiscutablement, il y a une diminution de la capacité de consommation, et donc c'est un cercle vicieux de nouveau. Et donc je crois que là, on se trompe profondément avec cette obsession de ce retour à l'équilibre budgétaire rapide et brutal. Je crois que c'est une erreur considérable. Deuxième erreur, me semble-t-il, c'est de ne pas croire au budget européen. Les États, certains États, plus que d'autres, ne croient pas en la nécessité de doper le budget européen. De doper le budget européen comment? Soit en l'alimentant plus. Alors on dit, oui, mais si on l'alimente plus, on va avoir plus difficile d'équilibrer notre budget. Donc, de nouveau, moi ce que je dis, que les dotations au budget européen ne comptent pas dans le calcul. C'est un des éléments de rectification qu'on pourrait faire. Je dis parfois que les cofinancements pour les fonds qui viennent de l'Europe, FEDER, Fonds social européen, etc., que la quote-part que l'État ou les régions mettent en plus de ce qui vient de l'Europe, qu'on ne les compte pas non plus, parce que si ça vient de l'Europe, c'est que c'est bon.
c'est que c'est considéré comme rentrant dans la politique européenne. Ceux-là qu'on ne les compte pas. Donc je crois qu'il y a moyen de faire en sorte d'avoir moins de frilosité. Et ça aussi, on ne fait pas. Autre moyen d'augmenter le budget européen, c'est d'avoir des ressources propres au niveau européen. Des ressources propres, c'est-à-dire une fiscalité européenne. Fiscalité européenne, on essaye, comme on peut, de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Ça fait son chemin, mais quel chemin long, quel chemin lent, quel chemin où tout est bon pour le retarder, tout est bon pour l'empêcher. Et on est maintenant dans une logique où quelques pays décident de le faire car ils y croient plus que les autres. Et donc il y a ce qu'on appelle une coopération renforcée au niveau de quelques pays pour avancer sur ça. Et je crois que c'est vraiment une nécessité, car je crois qu'il faut avoir un budget européen plus important pour pouvoir augmenter les retours vers les pays, que ce soit au niveau de, tu parlais des agriculteurs, de la politique agricole commune, elle est en pleine réforme, là aussi je crois qu'il faut veiller à comment on l'organise, parce qu'il faut que les grosses exploitations reçoivent encore des aides aussi importantes, parce que ça ne doit pas être plus orienté vers, on a d'ailleurs essayé au niveau européen, au niveau du Parlement, d'avoir une limitation, un plafond, mais je crois qu'elle est nécessaire. Au niveau de tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est grande infrastructure, tout ce qui est fonds FEDER, fonds social européen, les aides à la formation, les aides à l'emploi, les aides aussi à la mobilité, notamment des étudiants avec Erasmus ou d'autres programmes d'échange. Je crois que tout ça est absolument nécessaire dans le contexte que l'on est, mais la réaction du Conseil, des États, donc, de quelques États, c'est dire on va diminuer le budget. Donc là, je crois que c'est des erreurs de choix au niveau des États, de certains États. Et quand je dis de certains États, je vise deux en particulier, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. C'est l'Allemagne et l'Angleterre. L'Allemagne qui considère qu'elle a fait des efforts importants pour arriver à la situation qu'elle a actuellement, et notamment pour absorber à un moment donné la réunification, et donc ils ont fait des efforts, qu'ils sont dans une situation au niveau économique, au niveau compétitivité, qui est d'ailleurs parfois enviée par d'autres, et que dès lors, ils ne veulent pas changer leur modèle, et que les autres se calquent sur le leur. Mais il n'est pas si beau que ça, leur modèle. Je crois qu'il faut aussi être attentif à cela. Quand on constate qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont un salaire de quelques euros et qu'on est nettement en dessous de ce qu'on connaît chez nous, qu'il n'y a pas de salaire minimum là, au niveau de l'Allemagne, qu'il y a, on parlait d'un dumping social tout à l'heure, à combattre par rapport à l'extérieur de l'Europe. Mais il faut aussi le combattre à l'intérieur de l'Europe. Hein. Et donc il faut un protectionnisme vis-à-vis de l'extérieur pour essayer que nos entreprises, nos industries puissent rebondir et puissent continuer soit à exister, soit à se développer. Mais il faut aussi pouvoir éviter le dumping social que l'on connaît en interne. Mais de nouveau, là, il y a une frilosité, un blocage, un repli sur soi et on ne veut pas avancer. Et donc, c'est un autre thème où, je pense, on se trompe totalement de cap. Et donc, on regarde dans cette analyse des critères macroéconomiques de cette gouvernance où on dit il faut converger. Il faut converger, il faut faire venir les autres vers ce que nous, Allemagne, on connaît. Mais on ne regarde pas les travers que l'on a et qui, en fait, mettent les autres en difficulté. Parce que quand, évidemment, on a des salaires très bas comme ça, on a une compétitivité qui est évidemment meilleure, et donc on empêche les autres de se développer. Et je crois que c'est un élément qu'il faut évidemment combattre aussi. Et il y a comme cela, au niveau du Conseil, et je dis du Conseil parce que au niveau de l'Europe, il y a en fait trois grands piliers. Il y a le Parlement, il y a le Conseil, qui réunit chaque État, et puis il y a la Commission.
Alors,